Dans l'heure qui vient, vous allez apprendre des choses sur la vie de cette idole qui accompagne nos vies depuis plus de 50 ans. Des choses qui sont d'ailleurs assez bouleversantes. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Johnny? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Hallyday? Pourquoi est-ce qu'il aimait les motos vintage? Et pourquoi est-ce qu'il portait des bottes et des chapeaux de cow-boy? Vous pensiez peut-être que c'était du folklore. En vérité, le personnage de Johnny Hallyday s'est construit tout petit. Il s'est construit sur un abandon, celui de son père, et sur la personnalité charismatique d'un papa de substitution. C'est ce petit bout d'histoire que je vais vous raconter, sa naissance, son enfance, jusqu'au moment où il se lance. Et après, je compte beaucoup sur vous, je compte sur vos réactions. Pas d'invités aujourd'hui. Les invités, c'est vous que j'espère surprendre avec cette histoire et qui allez réagir en direct tout à l'heure en appelant le 3921. Voici donc ce petit bout d'histoire que j'ai écrit pour vous à chaud ce matin avec l'aide de Marion Sauveur et de Céline Lebras pour la réalisation. On de la raconte sur Europe 1. C'est la fêlure de Johnny Hallyday, la blessure autour de laquelle il s'est construit, cas un cas. À la naissance, son père ne l'a pas reconnu, son père l'a abandonné. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. C'est une mère qui vous a manqué surtout? Non, c'est surtout un père. Surtout un père parce que j'ai été élevé, pour ainsi dire, que par des femmes. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. Johnny naît en pleine guerre, à Paris, le 15 juin 1943, à 13h, à la clinique Marie-Louise, dans le 9e arrondissement. Et si vous vous penchez sur son berceau, si vous regardez le petit bracelet en carton qu'il porte à son petit bras, vous verrez que il est écrit le nom de Jean-Philippe Clair. Et Claire, c'est le nom de sa mère, Huguette. 23 ans, belle, grande, blonde, qui travaille dans une crèmerie. Et le père, alors? Il est où, le père? Pourquoi est-ce que le gamin ne porte pas son nom? Le père? Ah, c'est un sacré loustic. Allez savoir si à cette heure-ci, il n'est pas au bistrot, ou dans le lit d'une donzelle. Le père s'appelle Léon. Léon Smet. Il est belge, acteur et professeur de théâtre. Beau gosse, avec des grands yeux clairs à se damner. Il a 35 ans et Huguette n'est pas sa première greluche. Il a déjà été marié 2 fois. Et ce marmot, il s'en fiche. Ce marmot, il n'en voulait pas. Donc, il ne veut pas le reconnaître à la mairie. Et il se barre. Il se carapate. Le petit Jean-Philippe a 3 mois. Et un jour de septembre 1943, Léon vend tous les meubles de la maison. Tous, y compris le berceau du bébé. Il le dépose sur le parquet, sur une couverture, et il se casse. Le diable emporte même les tickets de rationnement. Il les échangera contre 1 ou 2 boutanches. Il est dans l'alcool jusqu'au cou. Et Huguette se retrouve fille-mère, et elle va se réfugier à la campagne, en Normandie. Pendant la guerre, on était toujours mieux à la campagne. Huguette revient à Paris 7 mois plus tard. Et complètement par hasard, elle tombe sur Léon. Tu pourrais assumer, quand même, pour le gamin. Tu pourrais au moins le reconnaître. Et contre toute attente, Léon dit oui. Il fait même mieux que ça. Il épouse Huguette le 7 septembre 1944. N'imaginez pas une grande cérémonie, hein. Les témoins sont des voisins et à la fin, ils se serrent la main. Point. Et le petit Jean-Philippe Clair devient Jean-Philippe Smet. Il a 14 mois, il n'est pas prêt de le revoir. Son papa. Et Huguette, la maman, se retrouve seule avec le marmot, en pleine guerre, à Paris. Elle a trouvé un boulot. Faut bien faire bouillir la marmite. Elle est mannequin cabine chez Lanvin. Attention, hein, ça ne consiste pas à défiler sur les podiums. Huguette se contente de défiler dans la boutique, pour donner aux clientes l'envie d'acheter des vêtements. Et comme elle n'a pas trop le temps de s'occuper du gamin, elle confie Jean-Philippe à sa belle-sœur, la sœur de Léon, Hélène.
Elle a déjà 2 filles, Desta et Ménène, elle sait s'y faire avec les minots. C'est elle qui a en partie élevé Léon quand leur père est mort. Alors au début, elle le confie à Hélène pour 1 jour ou 2, et puis ça dure. La tati Hélène tente un jour de réintéresser le père à son fils, mais Léon est reparti en Belgique. Vous l'avez abandonné? Non, je ne l'ai pas abandonné. C'est ma sœur qui un jour est venue me voir. Elle m'a dit, écoute, tu dois faire quelque chose avec ton fils. Tu ne vas pas le laisser comme ça. Ben, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Mais occupe-toi, débrouille-toi. Je dis, je vois pas. Et alors elle s'est occupée de lui, et le résultat, vous le connaissez. Hein? À la Libération, en mars 1945, le tonton, le mari d'Hélène, est arrêté pour collaboration. Et il est envoyé en tôle. Du coup, la tati Hélène décide de s'exiler, de fuir la France, d'aller à Londres. Ses 2 filles, Desta et Ménène, viennent de décrocher un contrat de danseuse à l'International Ballet. Et le plus naturellement du monde, eh bien, elle emmène Jean-Philippe avec elle. La maman est d'accord, c'est pour quelques mois, je reviendrai. En vérité, elle ne reviendra pas tout de suite. Le petit Jean-Philippe n'avait déjà pas de père. Il vient de couper les ponts avec sa maman. C'est rude, hein? Il n'a même pas 3 ans. Tout ça pour se retrouver à Londres, à 4 dans la chambrette d'une pension de famille. Pour vous dire, Jean-Philippe n'a même pas de lit, il dort dans une valise, juste au-dessous du fil à linge qui traverse la Piole de part en part. La mère Huguette réapparaît au bout d'1 an et demi. Elle vient le voir à Londres. Sauf que lui, pauvre gamin, il l'avait oublié, il ne la connaît pas. C'est sa tante Hélène qui l'appelle maman. On lui dit que cette dame est sa maman. Et lui, il lui dit « Non, toi t'es trop jeune. » Dans les couloirs de cette pension anglaise, le jeune Jean-Philippe a pas mal de succès. Blondinet, avec de belles boucles, de beaux yeux. Et c'est à ce moment-là que l'on voit poindre le futur Johnny Hallyday. Car le petit garçon qui n'a pas de papa s'entiche de l'occupant de la chambre voisine. Un danseur, un Américain, Lee Ketcham. Un grand blond très costaud, originaire de l'Oklahoma et qui porte toute la journée un chapeau de cow-boy, une chemise à carreaux, un jean et des bottes pointues. Il lui raconte le ranch de son enfance, des histoires de cow-boys et d'indiens, et il l'emmène sur sa moto, une Royal Enfield. Le petit Jean-Philippe est fasciné par ce type. Et comme l'autre ne sait pas prononcer Jean-Philippe, il l'appelle John, tout simplement. C'est lui en quelque sorte qui baptise le futur Johnny Hallyday. Et pour parfaire le tout, Lee Ketcham tombe amoureux de la cousine d'Esta. Et ce faisant, il devient l'homme de la famille et le père de cœur du petit Jean-Philippe. Je vous l'ai dit, ce Lee est danseur. Et vous vous souvenez que les 2 cousines, Desta et Ménène, sont danseuses elles aussi. Eh bien ensemble, ils vont former un trio de danseurs. La tante Hélène s'occupera des contrats, et le trio choisit un nom. Ils s'appelleront les Hallydays. Eh oui, je vous le disais, c'était des années clés de l'histoire de Johnny Hallyday. Et voilà le trio qui part pour une grande tournée européenne, avec le petit Jean-Philippe sous le bras, bien sûr. Et voilà comment le gamin devient un enfant de la balle. Il ne va pas à l'école, il suit des cours par correspondance. Il apprend surtout le violon et la danse classique. Si, la danse classique. Un jour, une voyante dit à la tante Hélène « Je vois une étoile dans votre famille, oui, je vois une étoile. » J'ai été élevé par une famille d'artistes qui voyageaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de music-hall, beaucoup de cabarets. Donc, je voyais pas, très honnêtement, je me voyais pas comptable plus tard, je me voyais plutôt artiste. Et c'est comme ça qu'un jour, le jeune Jean-Philippe monte sur scène en première partie des Hallydays. À l'époque, je chantais Davy Crockett. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. À 12 ans, Jean-Philippe croise la route d'un guitariste de flamenco. C'est lui qui lui apprend à jouer de la guitare. Voilà. Jean-Philippe n'est pas encore Johnny, mais
Toutes les bases sont posées. Et la suite va se passer à Paris. On de la raconte sur Europe 1. Je vous raconte aujourd'hui, en ce jour où nous avons perdu notre légende, Johnny Hallyday, je vous raconte comment il s'est construit, cas un cas. Je vous ai raconté ce père belge, Léon Smet, qui le reconnaît du bout des lèvres et qui se carapate quand il est tout petit, sa mère Huguette débordée qui le confie à sa tante Hélène, et ce moment où juste après la guerre, Hélène emmène toute la famille et le petit Jean-Philippe avec, à Londres. Et c'est à Londres, dans une pension de famille misérable, que le petit garçon rencontre une sorte de père de substitution. Lee Ketchum, un Américain qui s'habille comme un cow-boy et qui le baptise John. Lee Ketchum et les deux cousines de Jean-Philippe forment un trio de danseurs, les Hallydays, qui partent en tournée dans toute l'Europe. Et c'est comme ça que le jeune Jean-Philippe devient un enfant de la balle et qu'il monte sur scène à 7 ans pour chanter entre 2 numéros des Hallydays. La tournée se termine et pour toute la famille, retour à Paris. On est en 1956, Jean-Philippe a 13 ans, il a quitté la France il y a 10 ans. Et en 10 ans, les choses ont bien changé dans le 9e arrondissement. Pas question de retrouver sa mère, elle a quitté Paris. Elle vit à Grenoble où elle s'est remariée. Elle a 2 autres enfants, 2 garçons. Donc Jean-Philippe reste avec sa tante Hélène. Je vous l'ai dit, pendant toutes ces années anglaises, le gamin n'a pas mis les pieds à l'école, la vraie. L'école de la vie, oui, mais c'est tout. Et maintenant à Paris, que voulez-vous qu'il fasse à l'école? Il traîne en bas de chez lui, dans une drôle de tenue, entre nous. Des Santiago et un chapeau de cow-boy. Et les gamins du quartier ne sont pas tendres avec lui. Enfin, chez moi, quand je rentrais à la maison, j'avais pas tellement de compréhension. Et puis, dans mon quartier, tout le monde savait que mes parents avaient divorcé. Et j'étais un peu mal vu par les enfants du quartier. Alors, on m'acceptait pas. Par exemple, de temps en temps, j'avais des amis, mais les parents ne m'acceptaient pas chez eux. Et j'en ai souffert jusqu'à l'âge de 18 ans de ça. Jusqu'à ce qu'un jour, un gamin du coin, un certain Aouli Kalafaté, vienne lui parler. Tu fais quoi? Ben, je regarde à droite, à gauche. Tu veux qu'on marche un peu? Ben, ouais. Alors ils marchent, tous les deux, jusqu'au square de la Trinité. C'est là que se retrouvent les jeunes du quartier. Ils s'assoient sur un banc, et c'est le début d'une amitié. C'est la première bande de Jean-Philippe. Mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, ce gamin, hein? Pour l'instant, il rêve d'être comédien. Et d'ailleurs, il joue des petits rôles dans des réclames. Il joue même un tout petit rôle dans Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Bon, sa réplique est coupée au montage. Mais on l'a vu au cinéma. Il en est fier. Le cinéma, pour 1,30 franc, il y passe toutes ses journées. Moi, j'allais surtout dans les cinémas de quartier quand j'étais môme, d'abord parce que nous n'avions pas l'argent et que les cinémas de quartier étaient les cinémas les moins chers. Il y avait 2 films différents par soir, un petit peu comme la fameuse émission d'Eddie Mitchell. C'est-à-dire, il y avait un film, il y avait un entracte, il y avait une attraction, il y avait un documentaire, il y avait les actualités, et puis il y avait un deuxième film. Donc, si tu veux, c'était bien parce que ça faisait passer une soirée complète. Il est fasciné par Marlon Brando, et bien sûr par James Dean. Et un jour au cinéma, il voit Elvis Presley. C'est dans un cinéma de quartier, j'avais été pour voir des cow-boys habillés en cow-boy. Bon, donc je dis, putain, je vais aller voir un western. Et puis après, je me suis planté, je vois une comédie musicale, quoi, finalement. Et puis quand même, je vois Elvis, quand même. Et puis sa façon de bouger, etc. Et puis c'était une musique qu'on n'avait pas trop l'habitude d'entendre. Et ça m'a intrigué. Et je suis revenu le lendemain revoir ça. Et alors, il y avait très peu de gens dans la salle. Mais il y avait quand même quelques filles qui criaient quand ils chantaient. Et j'ai dit, tiens, et ça commençait à m'intéresser. Et à l'époque, je jouais de la guitare classique. Alors, donc, bon, après, j'ai troqué ma guitare classique, où je me suis fait engueuler d'ailleurs par Lee et Destin. Et puis, je suis devenu un fan de Elvis. Et après, après c'est du mimétisme. Il veut tout faire comme cet Elvis Presley.
Il apprend ses chansons à la guitare et il passe devant la glace des heures à l'imiter avec le col relevé. Et il se met à chanter dans les bals et les dancing. Et c'est là qu'il se fait appeler Johnny Hallyday. Johnny parce que Lee l'appelait John et Hallyday comme le trio de danseurs que formaient Lee et ses deux cousines. Mais attention, il ne chante que pour se payer des cours de comédie. Il n'a pas du tout l'intention de devenir chanteur. Il veut toujours être acteur. Mais c'est bien en tant que chanteur qu'à l'âge de 16 ans, en décembre 1959, il est invité à sa première émission de radio, Paris Cocktail, de Pierre Mendelssohn, à la RTF. Et c'est juste après qu'il sort son premier 45 tours, 4 titres, et notamment celui-ci. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Johnny a 17 ans, et sur la pochette de son premier 45 tours, sa maison de disques fait un gros mensonge. Elle écrit « Américain de culture française, il a été élevé dans un ranch et chante aussi bien en anglais qu'en français ». Et quand il participe en avril 1961 à l'École des vedettes, un télécrochet présenté par Aimé Mortimer, c'est Lynn Renaud, qui ne le connaît pas, qui le présente, ou plutôt qui présente sa légende. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. Vous voyez, ça change tout. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors c'est un produit moitié français, moitié américain. Et lui, il ne dément pas. De toute façon, il est timide. Et puis ça lui plaît bien d'être le fils d'un cow-boy américain. Il entre sur la petite scène de l'émission et il chante sa chanson. Laisse-toi aimer des filles. Ce qui frappe tout le monde ce jour-là, dans ce télécrochet, c'est qu'il bouge comme personne. Le standard explose et au bout du fil, il y a surtout des jeunes filles. Est-ce que je pourrais avoir une photo de ce Johnny, s'il vous plaît? Les jeunes adorent ce qu'ils viennent d'entendre, du rock'n'roll. Les vieux, en revanche, détestent. Quand j'ai commencé, j'étais très controversé. Les parterres des salles, c'était des gens qui étaient plus bourgeois, des gens qui ne comprenaient pas très bien ce que je faisais. Par contre, j'avais les balcons où c'était les mômes qui, eux, me soutenaient à mort. Et puis voilà, je crois que j'étais le premier à faire ça en France, en tout cas. Il est le premier aussi à se rouler par terre avec sa guitare. Et à partir de ce moment-là, à chaque concert, il y a des fans qui l'attendent à la sortie. Vous avez toujours quelqu'un qui fait le guet? Toujours, matin, soir, par n'importe quel temps, sous la pluie, quand il fait chaud, quand il fait froid. Le samedi, le dimanche. Tous les jours. Le jeudi, surtout. Toute la semaine jusqu'à 10h. Midi, on travaille. Mais entre nos heures de travail, en sortant du travail, on vient. Puis même, il n'a pas besoin de parler. Il passe, ça y est, on est contente. On n'a pas attendu pour rien. Voilà. C'est pas une façade. Comme il fume énormément, à chaque fois qu'il jette une cigarette par terre, je le ramasse. Puis je le garde. Et puis après, dans les petites boîtes, je mets la date. Puis les cravates aussi. En septembre 1961, le jeune Johnny Hallyday est invité chez un chanteur qui s'appelle Charles Aznavour. Il est invité à faire du cheval, puisqu'il est américain et qu'il a grandi dans un ranch. Mais assez vite, Charles s'aperçoit que le gamin ne sait pas faire de cheval. « Mais qu'est-ce qui se passe, gamin ?»« C'est la première fois que je fais du cheval. T'as pas vécu dans un ranch? T'es pas américain? Non. Alors il faut le dire. Sinon, ça va te rester sur les épaules toute ta vie. Et qu'est-ce que je dis ? Tu dis que ta maison de disques a voulu faire de la publicité avec ça, c'est tout. À partir de ce moment-là, Johnny cesse de mentir. Et pour autant, il ne raconte pas l'histoire vraie de son père. Il est timide de toute façon, il n'aime pas parler de lui. Et c'est sans doute cette timidité qui plaît à une jeune chanteuse qui s'appelle Sylvie Vartan. Ils se rencontrent en 62, Johnny a 19 ans, il n'est même pas majeur. Il se marie le 12 avril 65 à Loconville, dans l'Oise. Sylvie Vartan est absolument ravissante. Elle a réussi à traverser la foule sans salir sa jolie robe blanche. Sylvie s'essuie ce qui pourrait être une larme. Oui, Sylvie a des larmes dans les yeux. Et
Vous savez, on la comprend car il y a non seulement l'élément émotif, bien sûr, elle se marie, mais il y a aussi cette foule qui l'a pressée à sa sortie de voiture. Sylvie, je crois que c'est un petit peu raté l'incognito, hein. Oui, je crois. Pas trop déçu? Non, au contraire, ça me fait très plaisir. Tenez, regardez, Johnny Hallyday arrive. Johnny est habillé en jaquette courte, il porte des pantalons rayés, il porte une cravate grise, et Johnny aussi semble ému. Pour ce mariage, Johnny est bien seul. Il n'a pas invité sa mère, Huguette. Huguette regarde le mariage de son fils à la télé, chez elle. Et puis, Johnny a maintenant 21 ans, et il doit faire son service militaire, comme tout le monde. Il part pour Offenburg, en Allemagne, au 43e régiment blindé d'infanterie de marine. Et un jour, là-bas, en Allemagne, son père vient à l'entrée de la caserne. Ça fait 21 ans qu'ils ne se sont pas vus. Mon père, je ne l'avais jamais vu, et je me disais, qu'est-ce que mon père viendrait faire à Offenburg, en Allemagne, à l'entrée de la caserne où j'étais en base. Et puis, je voulais pas y aller. Et puis, on m'a ordonné d'y aller, donc j'y ai été. Et puis, j'ai vu un monsieur avec un long manteau se précipiter sur moi. Alors, ça m'a fait un drôle d'effet parce qu'il m'a parlé avec l'accent belge. Et en me disant, je suis ton père. Et puis, il a sorti un sans plus de son manteau. Et là, j'ai vu des paparazzis sortir un petit peu de partout, faire la photo. Et là, par la suite, j'ai appris qu'il avait touché de l'argent pour venir faire cette fameuse photo à sortie de la caserne où j'étais basé. Au début, j'ai dit, tiens, mon père veut me voir. Et il s'intéresse à moi. Et puis, le monde s'est un peu écroulé. J'ai été très déçu quand j'ai appris que c'était pour le pognon, finalement, qu'il avait fait ça. Pour cette misérable paparazzade, Léon a touché 5 000 francs. Et après, il disparaît, comme un voleur. Cette nuit-là, Johnny, dans le dortoir de sa caserne, sous les couvertures rêches de l'armée, pleure toute la nuit. Et puis, il est rattrapé par la vie. Sylvie accouche en août 66 d'un petit garçon qu'il s'appelle David. Il est papa. Un mot qu'il n'a jamais prononcé lui-même. Il est papa, mais il est chanteur. Et donc il doit partir pour l'Italie. Ça l'angoisse, ça. Il ne veut pas reproduire ce dont il a tant souffert. Il ne veut pas laisser tomber son bébé. Il fera ce qu'il peut. C'est pas simple, la vie. Je suis le fils de personne. Cette chanson conclut donc cette petite histoire, ce petit morceau de la vie de Johnny Hallyday que je viens de vous raconter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous me parliez de Johnny Hallyday en général, mais que vous me parliez de ce que vous venez de découvrir là, de ce qui l'a construit, de ce papa qui, en vérité, est un salopard, un lâche, de ce papa de substitution qui lui transmet en héritage les bottes de cuir, le chapeau de cow-boy, le goût pour les motos vintage et qui lui donne son nom de scène, Johnny Hallyday. 39 21, vous avez la parole et rien que vous, juste après la pub. On de la raconte sur Europe 1. Voilà, je suis très très enthousiaste sur le récit que je viens de vous faire de l'enfance de Johnny Hallyday parce que je dois reconnaître que moi-même, en lisant ce matin le travail de préparation qu'avait fait Marion Sauveur, quand je me suis plongé dans cette écriture, c'est long d'écrire comme ça 35-40 minutes de texte, j'étais subjugué par cette histoire. Je me suis dit, nom de Dieu, je comprends tout d'un coup. Pourquoi il est l'homme qu'il est. Et j'espère que ça vous a fait le même effet. Bonsoir Hicham. Oui, allô, bonsoir monsieur Ondelat. Est-ce que vous avez appris des trucs là, dans cette histoire que je viens de vous raconter? Ah oui, énormément. Je savais pas que par rapport à son enfant, parce que moi je suis pas vraiment fan de Johnny, donc je connaissais pas vraiment son enfant. Donc là, vous m'avez appris beaucoup de choses et ça rend le personnage encore plus attachant que ce qu'il était. Alors qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Parce que vous le dites avec beaucoup d'honnêteté, puis moi je peux l'ajouter aussi. Moi je suis pas non plus un fan de Johnny. Vous dites vous-même, je suis pas un fan de Johnny. Et qu'est-ce qui vous attachait à lui alors? C'est tout simplement, c'était un monsieur qui fait partie de nous tous, je pense, de la France. Parce que ce que je pensais, c'est qu'au final, quand je me suis levé ce matin, ça m'a fait quelque chose d'entendre que le décès de cet homme, qui pourtant j'écoutais pas sa musique, mais je me suis dit, mais quelle personne en France, à l'heure actuelle ou dans les heures passées, sa mort aura autant d'impact sur toute la population française que M. Johnny Hallyday.
je me suis dit, j'ai essayé d'imaginer, aussi bien au niveau des célébrités du cinéma, ou bien de la politique, ou bien du sport, personne n'aura un impact aussi fort que celui de M. Johnny Hallyday sur le ressenti de toute la population, pour les fans et les non-fans. Venant de votre part, Hicham, vous qui portez un prénom arabe, c'est touchant. Ah pourquoi? Il n'y a pas de corrélation entre mon prénom et le respect qu'on peut avoir pour cet individu, non? Non, justement, il n'y en a pas, c'est ça qui est touchant. C'est ça. Et à partir de là, c'est là quand j'ai écouté ce que vous avez dit, quand on se remémore toutes les chansons qui sont passées, c'est vrai qu'il a traversé toutes les générations. Moi, j'ai la quarantaine passée et j'ai vu que les années 80, les années 90, il était toujours présent, il était toujours à la page. Même si j'étais pas fan, mais ça n'empêche que ce monsieur, on le respectait, et il fait partie de nous et sa musique, elle nous trottera toujours un bout dans la tête, quoi. J'ai adoré parler avec vous, Hicham. Karine est là aussi. Karine, c'est un peu la même chose qui vous est arrivé, vous. À la base, vous n'êtes pas une fan de Johnny. Hein, c'est ça? Oui, bonsoir. Non, bonsoir. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai écouté Johnny, j'ai 44 ans, par le biais de mon père qui est un fan de Johnny. Donc, je l'ai écouté à travers sa musique et puis aussi à travers les émissions des Carpentiers que j'adorais. D'ailleurs, je regrette qu'il n'y en ait pas d'autres comme cela. Donc voilà, j'écoutais à travers mon papa et un soir de Noël, mon père nous offre, mon mari et moi, un billet, un concert de Johnny que je n'écoutais pas spécialement. Bon, en plus c'était dans la fosse, donc je me suis dit, allez, c'est un cadeau, on y va, allez, on va l'écouter. Et puis ça vous a fait un choc. Oui, au stade Chaban-Delmas, à Bordeaux, je lui dis, bon, allez, c'est un cadeau, on y va, je ne l'aurais pas spécialement acheté. Et déjà, quand je suis arrivée dans ce concert, moi, la première chose qui m'a surprise, c'est la réaction des fans. Il y avait une espèce d'osmose, de symbiose entre les fans, c'était joyeux, ils chantaient, c'était presque mystique. Pour avoir fait plein de concerts, ce public-là, je trouvais qu'il était spécial. Déjà, le public de Johnny est spécial. Les fans de Johnny sont déjà spéciaux. Et là, quand il est arrivé, la lumière s'est éteinte, il a commencé à chanter. Et je peux vous dire, je remercie mon père de m'avoir mis dans la fosse parce que assise, d'abord, je dansais pas, je sautais partout. J'étais un marsupilami. Je chantais pas, je hurlais. Enfin, il m'avait complètement transportée. C'est une bête de scène, c'est un monstre. Il faut l'avoir vécu vraiment sur scène. Et voilà, je voulais remercier mon papa et d'autant plus aujourd'hui, voilà, pour le remercier de l'avoir vu au moins une fois dans ma vie. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut voir, vraiment. Même si on n'est pas fan, ça vaut vraiment la peine. Il nous transporte, c'est une tornade, quoi. Vous en parlez encore au présent, Karine. Merci pour votre témoignage. Claudie est là, et Claudie, si je regarde bien ce qui est écrit sur ma petite fiche, elle a exactement l'âge qu'avait Johnny Hallyday, ou à peu de choses près. Elle a grandi avec lui, quoi. Bonjour, Claudie. Bonjour. Ah, vous avez grandi avec lui? Oui, tout à fait, parce que lui, il est du mois de juin, et moi, je suis du mois de mai. Donc, vous voyez, c'est 11 mois de différence. Oui. Et vous le connaissez depuis qu'il chante, c'est-à-dire depuis qu'il a 20 ans, quoi. Oui, il est venu à Cholet, j'avais 17 ans, oui. Et vous l'avez jamais lâché? Pas du tout. Je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir le suivre partout. J'étais à Las Vegas, j'étais à Genève, j'étais en Belgique, j'étais partout. Et quand il venait dans les environs, c'était sans compter à y aller obligatoirement. La dernière fois, je l'ai vu au Vieilles Canailles et ça m'a fait énormément plaisir de le voir là, à Nantes. Merci pour votre appel, Claudie. Anthony est là. Bonjour, Anthony. Ah ben non, il vient de raccrocher à l'instant, Anthony. Jean-Charles, vous êtes là, Jean-Charles? Oui, bonsoir Christophe. Vous êtes trop jeune pour avoir vu ses débuts, Jean-Charles. Vous avez 33 ans. Je suis un peu jeune, effectivement, pour ne pas avoir vu ses débuts, mais j'ai eu la chance de le voir en concert en 2004 au Stade de la Beaujoire à Nantes. Un peu le même sentiment que les autres auditeurs. Pas forcément fan à la base, mais j'avais accompagné un ami qui l'était. Et c'était pour moi aussi l'occasion de pas changer forcément d'idée sur Johnny, parce que j'adore ses chansons, mais après c'est vrai qu'il faut le voir, quoi. C'est un vrai show, c'est un spectacle son et lumière, c'est formidable. Et c'est vrai que c'est très les gens qui sont dans le public. On est sur un public qui est vraiment très très représentatif de la France. On a des jeunes, des moins jeunes, des seniors,
on a des gens de toutes catégories, on va dire, sociales. Et cet homme-là arrivait justement à fédérer, à faire en sorte que tout le monde danse, oublie un peu tous les clivages, les barrières qu'il peut y avoir autour de la musique. Et c'était, j'en garde un souvenir formidable. C'était top. Merci Jean-Charles. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous nous appelez du Nord, vous avez 45 ans, donc vous étiez fan, pas fan? Ah non. Moi, d'abord, j'appelle du 69, j'appelle du Rhône. Ah, pardon. C'est vraiment le Sud, mais la guerre de sécession a cessé, c'est sûr. Hein. Bon, alors vous étiez fan ou pas fan, vous demandez? Alors, oui, j'apprécie l'homme de scène, bien sûr. La voix, d'autant plus que je ne l'ai pas précisé au standard, mais je suis non-voyant, donc effectivement, il a une voix très très spéciale, très, qui entraîne les autres. Qui entraîne, on a envie de chanter avec lui, c'est vrai ça, qui ne l'a pas imité, qui ne l'a pas regardé. Mais je voudrais dire autre chose. Il se trouve que durant mon enfance, j'écoutais une autre radio dépendante, une autre radio de Europe 1, concurrente, pardon. Mais allez, c'est France Culture, c'est une toute petite concurrence. Voilà, c'est cela. Et j'ai entendu une personne, je ne pourrais vous dire qui, je ne pourrais dire exactement dans quel cadre c'était, et c'est au sujet de Léon Smet, dont vous avez parlé dans le récit. Le père, voilà, enfin le géniteur, quoi, on va dire. Hein. Oui. Et visiblement une de ses amies aurait dit... Alors, je cite à peu près les propos. Je ne veux pas avoir de problème avec les biographes, mais je pense qu'ils vont certainement réagir et rectifier certaines choses parce que, voilà. Donc, elle a dit, je cite, je connaissais Léon Smet. Je me demande s'il n'avait pas aussi le prénom Jean-Michel également dans son état civil. C'est possible. C'est possible. J'ai connu donc le père de Johnny Hallyday. Et quand son fils a eu du succès, il m'a dit « Ah, Johnny, tu te rends compte, c'est mon fils !» Eh bien, je me suis conduit comme un super salaud. Mais heureusement que je l'ai fait, parce que si je ne l'avais pas abandonné, je l'aurais gâté, choyé, bichonné. Et maintenant, comme je l'ai abandonné, maintenant, il sait ce que c'est que la vie. Oui, au fond, il concluait qu'il avait eu le beau rôle, alors que c'était pas vraiment le cas. Merci pour votre témoignage, Sébastien. Voilà, je voulais vous donner la parole quelques minutes après ce récit qui était plus long que d'habitude. Dans un instant, vous retrouverez votre Canteloup quotidien. À 18h, nous allons poursuivre cet hommage à Johnny Hallyday en compagnie d'Isabelle Millet. Et tout à l'heure, je recevrai l'un de ses biographes et on reviendra sur cette époque capitale qui est son enfance. C'est le moment où il se construit et où tout ce qu'il va devenir, ce qu'il va incarner, se construit.